Buonasera et merci de nous retrouver pour ce nouvel Intanto in Politico avec Dominique Moret. Bonsoir Dominique. Et notre invité Pedro Antonio Tomasi, membre de l'exécutif de Corsica Libre. Bonsoir à vous Pedro Antonio Tomasi et merci de votre participation. Alors une question d'actualité avant d'entamer le vif du sujet. Ce matin, Pierre Paoli, un ancien membre de l'exécutif de votre mouvement, un membre important du mouvement, a été interpellé par la SDAT à Ajaccio, ainsi que d'autres personnes. Savez-vous dans quel cadre et comment est-ce que vous analysez cette interpellation ? Nous avons à cette heure assez peu d'informations sur le cadre de ces interpellations, si ce n'est qu'elles sont menées dans un cadre dit antiterroriste, même si vous savez que nous récusons cette appellation. Nous avons eu l'occasion de le rappeler à l'occasion de manœuvres répressives liées au FIGET, ce fichier indigne. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que manifestement la visite de M. Darmanin, qui cumule les casquettes de M. Kors et de ministre de l'Intérieur, donc de premier policier de France, a débuté ce matin. Vous y voyez un message, clairement. Vous y voyez un message de l'appareil d'État qui fait suite notamment à des procès contre nos militants, contre Thierry Casolas cette semaine, interpellation de Sampierre Andréani dans le cadre du FIGET il y a quelques jours. Je crois qu'au-delà de la présentation vendue par le gouvernement qui voudrait faire valoir une séparation stricte des pouvoirs, dont nous savons que dans les affaires politiques et corses, celle-ci est très relative, il y a véritablement une offensive d'un appareil d'État vis-à-vis du mouvement national. Visite de Darmanin qui est prévue pour la semaine prochaine. Il faut s'attendre à des manifestations. Écoutez, ce soir, il y aura un premier rassemblement à l'appel de Corsica Libre à suite à ces interpellations. C'est une première réaction. Le parti se réunira dans les heures à venir pour examiner la situation et il pourra y avoir la semaine prochaine ou de toute façon dans les semaines qui viennent des mobilisations pour faire face à cette situation. Je crois que ce qui s'est passé ce matin avec l'arrestation de Pierre Paoli et d'autres personnes, d'autres militants, cela confirme et cela aggrave l'analyse que nous livrons de cette parodie de processus que l'on a essayé de nous vendre pendant des mois et qui est non seulement extrêmement fermée, mais qui est même régressive par rapport à la situation que connaît la Corse. Alors vous avez tenu votre Assemblée Générale Corsica Libre dernièrement. Vous êtes aujourd'hui en charge, en quelque sorte, de la communication politique. Il y a Josefa Giacometti qui est en charge de la communication institutionnelle. C'est un peu nouveau, ça, cette façon de dissocier les deux. Ça veut dire qu'il y a un message politique qui est important et un message institutionnel qui est limité à l'Assemblée de Corse. C'est pas l'Assemblée de Corse que les choses doivent se décider aujourd'hui ? Pas du tout. Il y a un double porte-parole national avec effectivement un porte-parole qui est plutôt issu du parti. Et puis, il y a toujours eu au sein de nos instances la représentation élective. Et aujourd'hui, c'est Josefa Giacometti qui assure cette tâche pour nous à l'Assemblée de Corse et qui assurera donc un porte-parole qui n'est pas limité aux questions institutionnelles, mais qui en tout cas aura vocation, eu égard à son rôle, à traiter des affaires institutionnelles. Mais je crois qu'il y a une complémentarité qui doit être assumée entre ces deux fonctions. Et en tout cas, c'est la façon dont nous concevons cette nouvelle organisation. Au-delà de l'administratif, il y a quand même un message. C'est peut-être de dire que l'Assemblée de Corse est moins importante dans la stratégie d'ensemble de Corsica Libre. Ce qui est certain, c'est que l'Assemblée de Corse, c'est un élément, et la lutte institutionnelle ne doit être qu'un élément de notre stratégie d'ensemble. Et on a vu, y compris par le passé, que cette assemblée, qui est une assemblée aujourd'hui, qui n'est pas une assemblée nationale, qui est une assemblée qui est malheureusement confinée à une gestion administrative, et cette analyse est aggravée malheureusement par l'usage qui en est fait et que nous contestons, eh bien effectivement, elle n'est pas l'alpha et l'oméga du combat politique. Ça n'est pas minorer le rôle qui est celui de Josefa Giacometti en son sein, mais nous disons qu'il faut que le combat politique, il se joue dans cette instance, qui malheureusement, je disais il y a quelques mois sur votre plateau, qui ressemble à un super conseil général, parfois à un mini conseil général, lorsqu'on regarde les ordres du jour de cette assemblée. Le combat politique ne s'y limite pas et il a vocation à être mené aussi par ailleurs. Justement, lors de votre dernière assemblée générale, vous avez voté une motion de soutien politique au FLNC. Ça ne se faisait plus depuis longtemps, depuis les assemblées générales de Corsica Libre. Ça signifie clairement que le retour du combat armé des clandestins est acté. Pour vous, c'est évident ? Écoutez, cette motion, elle est pour nous naturelle et finalement, ça n'est pas une surprise puisque cette solidarité... ça ne se faisait plus depuis des années. Dans le cadre des motions d'orientation générale des différents congrès, nous n'avons eu de cesse d'apporter cette solidarité, y compris à partir de 2014, après la prise de décision historique du FLNC, d'engager une démarche pour la paix, une démarche de démilitarisation progressive. Donc cette solidarité aujourd'hui, elle n'est pas remise en cause, elle a été effectivement réaffirmée dans une période qui est difficile pour la Corse. Il y a des Corses qui se battent, ils ont toujours notre soutien. Cela signifie en tout cas
que nous restons auprès d'eux, mais aussi déterminés à construire les conditions d'une paix véritable. Et la paix, ce n'est pas uniquement l'absence de confrontation. Jean-Guy Talleyrand avait déclaré quand même, le 25 septembre 2017, j'ai repris la déclaration, que pour Corsica Libre, la plage de la clandestinité était tournée définitivement. C'est toujours le cas? Ce qui est certain, et nous n'avons eu de cesse de le dire, c'est que la philosophie qui est la nôtre est toujours la même. Vous savez, que ce soit Corsica Libre, je crois qu'on peut aussi dire la même chose du côté du FLNC, je crois que Corsica Libre a donné un certain nombre d'éléments tangibles en faveur de la paix en Corse. Et encore une fois, la paix, ça n'est pas simplement l'absence apparente de conflit, la paix, elle résulte du traitement des causes du conflit. Et la décision du FLNC de 2014, de démilitarisation progressive, elle est arrivée aussi dans un contexte où le courant indépendantiste avait ouvert un certain nombre de débats au sein de la société corse, et elle avait été une conséquence logique de cela. Notre volonté pour construire une paix réelle qui sera adossée à la réappropriation des droits nationaux du peuple corse, elle n'a jamais été remise en question, et nous continuons aujourd'hui à nous battre pour cela. Mais il ne suffit pas simplement de sautiller sur sa chaise en disant la paix, la paix, la paix, comme aurait dit l'autre, sans apporter aucun élément qui permettent de sortir du conflit. Je crois que nous, notre mission de mouvement politique, notre vocation, c'est effectivement de construire une situation qui permette de mettre fin aux causes du conflit. La reconnaissance d'un peuple, de ses droits, de son droit à la terre, de son droit à vivre sur cette terre, de son droit à la langue. Aujourd'hui, il n'y a rien de ça qui est réglé dans la séquence que nous connaissons. Est-ce que ce n'est pas une façon de remobiliser les militants, tout simplement? On peut imaginer que s'il y a des actions violentes, il y aura à nouveau des interpellations, des rassemblements comme celui de ce soir au commissariat, même si on ignore les causes de l'interpellation qui a été mentionnée tout à l'heure. Mais est-ce que ce n'est pas une façon de repartir dans un cycle avec une question des prisonniers qui peut remobiliser une base en sachant que les derniers résultats électoraux n'ont pas été à la hauteur pour vous, pour Corsica Libre? Clairement non. Et toute la stratégie de Corsica Libre a été depuis plusieurs années de sortir de cette séquence-là. Nous ne spéculons pas sur la politique du pire, nous ne spéculons pas sur l'impasse politique, nous ne spéculons pas sur l'échec d'un processus qui pour l'heure n'existe pas, au contraire, parce que cela se serait joué en spéculant sur le malheur des Corses. Nous disons simplement qu'aujourd'hui, il y a une situation qui est bloquée. Il y a un processus de paix qui est dans l'impasse, il y a un processus politique qui est à l'arrêt et qui est même en phase de régression. Et donc nous portons une solidarité avec tous ceux qui aujourd'hui se battent pour la nation corse. Mais une fois encore, notre détermination, en mettant au débat politique le seul projet qui est aujourd'hui sur la table, en tâchant de tirer vers le haut le processus, cette détermination, elle demeure intacte et nous entendons bien continuer à la porter par le débat politique et puis aussi par la mobilisation, vous le rappeliez. Mais sur la stratégie, en remobilisant l'ensemble de vos structures, en réaffirmant le soutien public au FLNC, on semble revenir à une stratégie des années 80 avec ce fameux triptyque, lutte de masse, lutte institutionnelle et lutte armée. On est reparti pour un cycle de ce type-là, selon vous? Nous, ce que nous pensons, c'est que la bataille culturelle a été remportée en termes d'affirmation nationale. Et on sait que cette phase d'auto-affirmation, elle précède toujours la phase que nous avons en ligne de mire, c'est-à-dire celle d'autodétermination, celle pour le peuple corse de pouvoir exercer son droit à la souveraineté. Et donc aujourd'hui, on est quand même dans une situation qui est politiquement, de ce point de vue-là, plus favorable que dans les années 80, puisque ces idées ont infusé et sont majoritaires. En revanche, nous sommes dans une situation qui est très défavorable dans la mesure où la spéculation immobilière se poursuit avec l'argent roi qui dépossède les Corses, avec sur le constat, oui, une dynamique démographique à mettre en place. C'est la précédente ou c'est nouveau? Une dynamique démographique où aujourd'hui qu'aucune région d'Europe ne connaît, qui menace de façon objective ce peuple corse. Donc, en même temps, il y a cette bataille culturelle qui nous permet de nous projeter vers l'avant, et il y a aussi une phase de résistance à continuer de mener. Nous, encore une fois, là, la stratégie, c'est de pouvoir débloquer vis-à-vis de Paris par une stratégie offensive et pas simplement par une stratégie de déférence, de débloquer la situation. Et je crois qu'y compris du point de vue de la majorité territoriale, rien n'est mis en œuvre pour pouvoir débloquer cette situation. Pour ça, pour faire un rapport de force, il faut peut-être commencer par l'unité. Or, aujourd'hui, vous n'avez pas de bonnes relations avec FEM, vous n'avez pas beaucoup de meilleures relations avec Corinne Front. Est-ce que vous ne risquez pas l'isolement politique en cas de conflit avec l'État? Et vous avez également un petit peu, vous êtes séparé un petit peu plus avec le PNC, puisque Josefa Giacometti est désormais non inscrite. Elle est non inscrite, ce qui n'empêche que nous gardons de bonnes relations de ce point de vue-là. Mais par rapport à ce que vous disiez,
nous restons persuadés que l'unité du mouvement national sera à un moment donné nécessaire pour pouvoir faire céder Paris. La question, c'est l'unité sur quelle base? Et effectivement, aujourd'hui, nous avons des désaccords importants avec un certain nombre de formations politiques. Vous l'avez rappelé. Je crois qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. Première chose, quel est le projet? Alors, nous avons un projet de souveraineté pleine et entière, d'indépendance. Nous allons tâcher de convaincre de ce point de vue-là. Et puis nous avons aussi un projet de court et de moyen terme pour une véritable étape autour de la souveraineté. C'est notre projet en 10 points que nous avons présenté au Diurnad et au Congrès. Celui-là, il est soumis au débat. Sur la table des discussions en Corse, à 7 heures, je ne connais pas le projet des autres mouvements politiques. Donc nous, d'abord, nous souhaitons pouvoir confronter ce projet avec les autres forces politiques. S'il y a des points d'accord, nous sommes prêts à les acter, à les porter. S'il y a des points de désaccord, écoutez, c'est aussi la démocratie que de les exprimer. Au nom de quoi faudrait-il que, pour être entendus, les Corses soient d'accord entre eux à 100%? Du côté de l'État français, est-ce que l'ensemble des formations politiques sont sur la même ligne concernant la Corse? Au nom de quel principe faudrait-il qu'il y ait l'unanimité totale sur tout, autour d'un consensus qui serait certainement un consensus mou, pour pouvoir avancer? Donc l'unité, oui, l'unité sur des bases claires. Nous énonçons les nôtres. Nous n'avons pas pour l'heure de réponse, en tout cas en termes de projet. Et je crois que c'est bien là le premier élément. Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, Paris en joue du fait qu'il n'y ait pas d'autres projets sur la table. Ne pas être d'accord à 100%, est-ce que ça peut aller jusqu'à investir l'hémicycle territorial, comme ça a été fait fin octobre, 11 organisations nationalistes, dont des jeunes qui se retrouvent au Concilio qui a été mis en place dernièrement à l'Assemblée Générale que l'on mentionnait tout à l'heure. Est-ce que ça peut aller jusque-là? Est-ce que ça ne fait pas de désordre, ça aussi, du côté de Paris? Genre, ils ne sont même pas d'accord entre eux, ça n'ira pas très loin. Est-ce que vous n'en pâtissez pas aussi, quelque part, indirectement? Écoutez, il y a eu une action qui a été menée par des organisations, notamment des organisations de défense des prisonniers politiques et des organisations de jeunesse. Je note qu'il y avait eu par le passé, sous d'autres majorités, des actions de ce genre qui avaient été traitées avec beaucoup plus d'intelligence, y compris sous des mandatures qui n'étaient pas... Le bureau d'Ange-Santine avait été brûlé à l'époque. Je rappelle qu'il y avait eu une occupation pendant une séance de l'Assemblée de Corse sous d'autres mandatures, et que les responsables d'alors n'avaient pas envoyé la garde pour empêcher les militants d'accéder dans l'hémicycle. Est-ce qu'il n'y a pas un quiproquo là? Est-ce qu'ils ont... Je note simplement cela. Simplement, non. La démocratie, c'est bien sûr le suffrage universel, c'est bien sûr les débats dans les hémicycles, c'est aussi le fait de pouvoir écouter l'ensemble des forces politiques, sociales au sens large, et je crois que cette action, elle était légitime. D'ailleurs, si je ne me méprends pas, la délibération qui en a résulté a été votée à l'unanimité. Il y avait déjà une délibération relativement similaire qui avait été prise auparavant quand même. Lorsque la décision avait été rendue pour Pierre Alessandri. Qui était relativement similaire, mais qui méritait certainement d'être renouvelée dans un contexte où l'élément de la prise en compte des prisonniers politiques et de l'arrêt des poursuites, l'actualité de ce matin nous le rappelle, cette question-là apparaît comme étant exclue du périmètre des discussions. C'est un préalable, selon vous. Il faut le mettre comme préalable aux discussions. En tout cas, vous savez, nous, la question, on n'est jamais allé aux discussions avec les préalables et les lignes rouges. Je rappellerai quand même que c'est bien de l'autre côté de la mer dans les associations de défense des prisonniers, que l'on a posé ce point-là. En tout cas, pour nous, ce qui est clair, c'est que, premièrement, aujourd'hui, ce point-là, il est exclu par le protocole qui a été signé entre M. Darmanin et M. Simeone le 17 mars dernier. Pas question d'amnistie. On ne parle que de rapprochement dans ce cadre-là et de l'application de la loi. Donc ce protocole, aujourd'hui, il faut dire qu'il est caduc. Et il faut que cette question intègre la discussion. Deuxièmement, si l'on se place, c'est le préalable à une chose. C'est le préalable à ce qu'on soit dans une négociation de dimension politique et historique. Si on veut être dans une négociation politique et historique, il faut prendre en compte l'ensemble des dimensions du conflit qui a duré 50 ans et qui n'est pas encore terminé. Sinon, on est tout au mieux dans le cadre d'une discussion avec, comment avait-il dit, des élus locaux. On ne sort pas de ce cadre-là. Gérald Darmanin sera donc normalement encore confirmé en Corse la semaine prochaine. Il va rencontrer l'ensemble des élus. Josepha Giacometti, qui est votre représentante, ira rencontrer le ministre? Nous allons nous réunir dans les prochaines heures et nous allons examiner la situation. Pour le moment, je tiens à dire que cette annonce de M. Darmanin est un non-événement, puisque nous n'avons aucune feuille de route politique à l'heure où nous parlons. Et manifestement, elle ressemble à nombre de visites que nous avons connues par le passé. Et je voudrais dire aussi que, bien sûr, nous allons examiner la situation actuelle, mais que Josepha Giacometti a
a bien fait, nous avons bien fait collectivement de participer jusqu'à présent à ces discussions, car elle a été, je crois, la seule voix, peut-être à dire la vérité aux Corses, et à dire qu'il n'y avait pas le compte dans les discussions, alors qu'il y avait une unanimité pour présenter ce qui se passait comme un processus historique. Et je crois que dès le départ, non pas pour vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, mais pour avoir une lecture qui soit une lecture objective de la situation, nous avons dit qu'il fallait repartir sur d'autres bases et qui prennent en compte ce pourquoi les Corses ont voté, tout simplement. Alors, ce que vous dites, c'est que l'Assemblée de Corse, en substance, n'est pas à la hauteur. Il y a une Assemblée de Corse, il y a une Assemblée nationale aussi, où 30 millions d'euros ont été obtenus dernièrement pour la continuité territoriale. Il y a une commission d'enquête parlementaire, des amendements relatifs à la spéculation. Finalement, l'Assemblée Commission nationale... sur l'affaire Colonne. Oui, sur commission l'assassinat d'enquête d'Yvan sur l'affaire Colonne, bien sûr, sur l'assassinat d'Yvan Colonne. Finalement, est-ce que l'Assemblée nationale ne permet pas d'obtenir davantage de choses que l'Assemblée de Corse, ou est-ce que, là aussi, vous estimez que ce n'est pas à la hauteur des enjeux? D'abord, l'Assemblée de Corse, aujourd'hui, c'est une Assemblée qui est sans pouvoir réel. Donc l'Assemblée de Corse... Elle n'en avait pas plus quand Jean-Guy Talleyrand était président. Non, mais par contre, à partir du moment où vous n'avez pas le pouvoir, vous pouvez agir en contre-pouvoir. Et le rapport de force, pour éviter qu'il soit uniquement dans la rue, eh bien, vous pouvez utiliser la force du suffrage universel pour pouvoir débloquer la situation. Ça, c'est un premier élément. Paris est l'Assemblée nationale française. Bon, il peut y avoir des amendements qui sont votés, il y en a eu par le passé, y compris sous d'autres mandatures. Après, il faut voir au cas par cas. La dotation de continuité territoriale, bon, très bien, ça fait partie du travail, je dirais, normal des relations qui peuvent y avoir, qui ne sont pas à un niveau politique très haut. Et puis on sait qu'aujourd'hui, y compris dans les transports, il y a des mesures qui sont prises, de boucliers tarifaires, etc., par rapport à un certain nombre de problématiques qui dépassent de très loin la Corse. Sur la question des résidences secondaires à laquelle vous faites référence, là on n'est pas d'accord en réalité. Pourquoi? Parce qu'on estime que la mesure rate sa cible. C'est-à-dire que la mesure n'est pas dissuasive pour la spéculation et pour les spéculateurs. Au mieux, on paye un droit de spéculer en Corse et de vivre au soleil. Et en revanche, on est en mesure de taxer des Corses qui sont déjà très pénalisés dans des zones très touristiques parce qu'on ne fait pas le distinguo entre les résidences secondaires au sens strict et les résidences patrimoniales. Donc nous pensons que dans le contexte actuel où on est censé avoir une discussion, plutôt que de se perdre dans des amendements qui peuvent correspondre à des situations en France spéculatives, mais qui ne répondent pas à ceux qu'ont voté les Corses et à la réalité sociologique de notre pays, je crois qu'il faudrait, à tout le moins, remettre au cœur des discussions des revendications qui sont beaucoup plus structurantes, type statut de résident et citoyenneté corse. Et si l'on parle de fiscalité sur les résidences secondaires, et nous y sommes favorables, il faut bien sûr faire ce distinguo entre les Corses qui ont des maisons patrimoniales de village et les spéculateurs. Alors on arrive en fin d'émission, une dernière question sur la dernière session de l'Assemblée de Corse consacrée à la MAF. Alors on ne vous a pas entendu réagir sur le résultat de cette session. Est-ce que ce qui a été décidé, ça vous convient? Je crois qu'on pouvait difficilement être contre le texte qui a été proposé, sauf à chercher des excuses comme ce fut le cas il est assez light quand même. Du groupe de droite. C'est la raison pour laquelle il est difficile d'être contre. Sauf que ce qui a été voté la fois précédente aurait très bien pu être voté il y a de cela plusieurs mois ou plusieurs années. Et nous pensons qu'il s'agit maintenant de voir de façon beaucoup plus concrète, ce n'est pas le cas jusqu'à présent, les avancées qui peuvent être menées dans le cadre des prérogatives qui sont celles de la Corse. Il y a quand même un certain nombre de prérogatives qui peuvent faire baisser des enjeux qui sont susceptibles d'alimenter un certain nombre de dérives. Je crois notamment sur la maîtrise publique d'un certain nombre de secteurs, par exemple au secteur des déchets. Je crois qu'il y a des choses en ce sens qui peuvent être faites. Et sur le plan régalien, il faut que l'État aille beaucoup plus loin dans sa lutte contre la mafia, selon vous? L'association mafieuse, par exemple, qui ressemble à l'association de malfaiteurs, est-ce que vous y serez favorable? L'État a des prérogatives en matière régalienne, de justice et de police. De façon manifeste et aujourd'hui acceptée très largement, il ne les a pas exercées parce qu'il s'était focalisé sur la lutte contre le mouvement national. En revanche, nous ne sommes pas pour les justices d'exception. Je crois que ça a été dit par un certain nombre d'acteurs dans ce débat, parce qu'on sait très bien d'abord qu'elles sont souvent utilisées non pas contre la cible première, mais contre d'autres cibles. Nous avons payé pour voir. Et puis parce que l'État dispose aussi de leviers qui ne l'actionnent pas. Eh bien, ce sera là votre conclusion, Pedro Tomasi. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également. Intanto è compie bello, subito a un'udiziale custela lossi. Buonasera.